Bonjour tout le monde, bonjour. Donc aujourd'hui on va voir une autre vidéo sur l'administration système Linux. Une vidéo qui va aborder les utilisateurs et les droits de Linux. Donc dans cette petite vidéo, le support que nous aborderons sur les utilisateurs a comme objectif, toujours un objectif spécifique par rapport à ce cours. Après donc ce chapitre-là, une fois que l'étudiant termine ce chapitre, il faut donc gérer des comptes des utilisateurs et leur groupe, n'est-ce pas? Il sait également utiliser et proposer les droits sur des fichiers, éventuellement. Donc ça, ce sont des objectifs spécifiques, qu'on puisse attribuer les droits à un fichier, pouvoir manipuler un fichier, les droits et autres qu'on attribue à un fichier Linux. Comme contenu de ce support, on a 3 points à aborder ensemble aussi. Il s'agit donc, comme première partie, de la sécurité multi-utilisateur, de la gestion des utilisateurs, mais éventuellement terminer cette séquence par les droits donc on peut avoir sur les fichiers au niveau de Linux, parce qu'il ne faut pas oublier que sur Linux, on dit que tout est fichier. Donc, après, il y aura aussi un petit lab. Voilà, un atelier à la fin, toujours comme on a l'habitude de le faire. Il y aura un atelier que nous allons aborder ensemble, toujours sur ce support de cours. Donc par rapport à la sécurité multi-utilisateur, donc la théorie par rapport à cet aspect, donc sous un système Linux, une application accède aux fichiers avec des restrictions. Par exemple, un serveur Apache, qui est un serveur web, ne peut transmettre une page web que s'il a accès en lecture au fichier correspondant. Donc, si vous installez un serveur Apache, il ne peut afficher une page web que seulement s'il a accès donc en lecture au fichier correspondant, en fait, par rapport à ce serveur-là, qui permet donc d'afficher la page web. Donc, cette approche appelée sécurité multi-utilisateur repose sur des concepts suivants. Donc, sur ces concepts-là, à savoir l'existence d'une base de compte utilisateur et d'une base de compte groupe utilisateur. Donc, les groupes utilisateurs, maintenant, c'est pour regrouper un ensemble d'utilisateurs qui auront tous des droits et des privilèges, en quelque sorte, sur des fichiers en question. Deuxième point, le fait qu'un fichier possède des droits précisant les utilisateurs et les groupes qui sont habilités donc à y accéder. Donc il y a aussi un fichier qui va posséder tout ce qui est droit, groupe, utilisateur, etc. Une application en cours d'exécution est associée à un compte utilisateur et à des comptes groupe utilisateur en quelque sorte. Donc, si vous lancez une application, il y a forcément un compte utilisateur qui a lancé cette application-là. Donc elle serait associée donc à ce compte-là et éventuellement à un groupe ou bien à des groupes d'utilisateurs en quelque sorte. On appelle donc les groupes de comptes utilisateurs. Ce qui détermine ces droits d'accès aux fichiers. Donc les services aussi, dans l'application activée automatiquement par l'administrateur, sont associés à des comptes grâce à le fichier de configuration. Parce qu'aujourd'hui vous installez une application sur Linux et autres, il y a des fichiers de configuration qui mettent à votre disposition. Et donc, pour configurer, pour faire tout ce que vous voulez par rapport à cette application, il faudra attaquer tout simplement ces fichiers de configuration et faire la configuration qu'il faut. Après, on a aussi la connexion d'un utilisateur, ce qu'on appelle ici le logging, n'est-ce pas, le paramètre qui permet à l'utilisateur de pouvoir se connecter sur la plateforme, etc., qui peut éventuellement être associé à un mot de passe, ainsi de suite. Donc, la connexion d'un utilisateur, le logging détermine les droits et son shell. Il y a aussi un shell qui est associé à chaque utilisateur, n'est-ce pas? Donc dans les fichiers qui contiennent l'utilisateur, il y a le paramètre qui permet de déterminer donc quel est le shell associé à tel compte utilisateur. Et par héritage, les droits de toutes les applications qu'il activera par la suite. Donc là aussi, c'est un paramètre qu'on l'associe donc à ce compte-là. Pour terminer donc par rapport à ces aspects, on a l'administrateur root, qu'on appelle ici le root, donc qui est l'administrateur principal du système, a tous les droits sur le système, ou presque tout. Voilà. Il peut créer des comptes et accéder à l'ensemble des fichiers sans restriction. Donc, c'est dès l'instant que vous vous connectez sur un serveur avec root,
Là donc vous avez accès à tout, n'est-ce pas? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc dès l'instant, ça maintenant, par exemple, les gens qui peuvent faire de la piraterie, etc. Dès l'instant qu'ils piratent le compte et se connectent sur un serveur en tant que root, voilà, et là donc ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent par rapport au niveau de ce serveur-là, parce qu'ils n'auront pas de restrictions qui leur est imposée. Il peut donc déléguer une partie de ses prérogatives à certains utilisateurs. Oui, en tant que root aussi, peut déléguer ses prérogatives à certains utilisateurs. Et là aussi, c'est une possibilité qu'ils puissent faire des actions. Donc, dans les chapitres suivants donc, de ce modèle, on a dit quoi? On va décrire la gestion des comptes utilisateurs et groupes, ainsi que les groupes sur les fichiers. Les modules suivants, à savoir quoi? Les applications de démarrage du système et la sécurité, apporteront donc des compléments sur la gestion des services, le logging et les applications. Donc ça, ce sont des chapitres que nous allons aborder. Donc les vidéos seront faites pour ces chapitres-là aussi. Donc la gestion des utilisateurs. Donc le concept de compte, on parle d'un compte d'utilisateur. Donc chaque utilisateur d'un système Linux est inscrit dans une base de données locale, n'est-ce pas? Ou dans une annuaire réseau, dans un annuaire autant pour moi réseau, ça peut être un Active Directory, un LDAP, etc. N'est-ce pas? Donc, un compte utilisateur représente aussi bien une personne, par exemple Pierre, Paul, qu'une application aussi Apache, Postfix, la messagerie, etc. Donc, tout ça aussi peut être considéré comme étant des comptes utilisateurs. C'est ça qui fait que maintenant, vous verrez par exemple, si vous voulez faire un serveur web, vous verrez des comptes. Bon, peut-être on verra en pratique, hein, si on fera vraiment les vidéos sur la partie pratique où nous-mêmes nous allons pratiquer sur notre serveur Linux installé en local sur notre machine. On pourra maintenant beaucoup peut-être visualiser ces aspects-là. Mais là encore, on est sur la partie théorique, voilà, où on a juste un support de cours qu'il faut maintenant expliquer les concepts, les notions qui sont là et terminer chaque vidéo par un lab. Mais il y aura vraiment des parties pratiques où nous-mêmes on va essayer maintenant de voir comment pratiquer la chose de façon concrète. Donc, caractéristiques d'un compte utilisateur, on a le login. Un compte utilisateur est caractérisé par quoi? Par un login, c'est le nom de l'utilisateur. Un mot de passe, il est utilisé lors de la connexion pour authentifier l'utilisateur. Un UID, c'est-à-dire quoi? Un user identifiant, c'est-à-dire donc l'identifiant du compte de cet utilisateur-là, c'est-à-dire donc l'identifiant de l'utilisateur. Un GID qui est l'identifiant du groupe d'utilisateurs, n'est-ce pas? Et en même temps, des commentaires, etc., des répertoires de connexion, un shell, n'est-ce pas? Et qui est ce logiciel, le plus souvent, un véritable shell, est activé en haut donc de session en mode texte. Donc, un compte d'utilisateur doit disposer de tous ces paramètres, de toutes ces informations-là pour qu'on puisse avoir le donc vraiment donc compte utilisateur. On a dit important, l'UID, c'est-à-dire donc le user identifiant 0. Si vous avez comme identifiant 0, l'identifiant 0 tant pour moi est réservé. Toute application ayant cet UID a tous les droits sur le système. Donc, en principe, vous verrez que l'utilisateur qui a comme UID 0 n'est rien d'autre que le root, n'est-ce pas? Mais rien d'autre que root, c'est-à-dire l'administrateur que nous avons vu tout à l'heure. Donc, les caractéristiques maintenant d'un compte groupe utilisateur, c'est caractérisé par un nom de groupe, un GID, un identifiant de groupe encore, un mot de passe, cette valeur n'est jamais renseignée en fait, c'est vide toujours, voilà, ou crypté. La liste des membres en tant que membres secondaires, ce qui exclut donc les comptes dont c'est le groupe principal, etc. Donc ça, ce sont les caractéristiques d'un compte utilisateur, d'un compte groupe utilisateur. La gestion des comptes maintenant, donc la gestion des comptes est une prérogative de l'administrateur. Donc seul l'administrateur peut gérer tous les comptes, etc. Ou bien il peut substituer ces prérogatives-là à d'autres utilisateurs qui peuvent le faire. Mais il faut en tout cas être en tant qu'administrateur. Donc, le savoir concret, c'est-à-dire quoi? Donc, les fichiers qu'on a, le fichier /etc/ns-switch.conf, ce fichier indique dans quel annuaire local ou réseau sont recherchés quoi? Les comptes. Le fichier /etc passwd, certains disent password, voilà, mais etc passwd, ce fichier contient la base locale des comptes utilisateurs. Donc aujourd'hui, si vous éditez ce fichier-là, par exemple, etc passwd, vous verrez l'ensemble des comptes utilisateurs de votre système. Et avec toutes les caractéristiques que nous venons de dire tout à l'heure, de citer en haut par rapport aux comptes d'utilisateurs.
Nous avons aussi le fichier /etc group. C'est aussi le fichier qui contient la base locale des comptes des groupes. Donc, tous les groupes sont stockés au niveau de ce fichier-là avec leurs caractéristiques aussi. On a le fichier etc shutdown, comme on dit, voilà, shutdown, voilà. Donc, ce fichier contient les mots de passe locaux et leur durée de vie. N'est-ce pas? Donc, c'est constitué donc au niveau de ce fichier-là. On a aussi des commandes intéressantes, à savoir la commande user add, user mod, user del. User add pour ajouter, user mod pour faire la modification, mais éventuellement user del pour faire tout ce qui est la suppression, la destruction, etc. Donc, si on veut ajouter un compte utilisateur, si on veut modifier un compte utilisateur, si on veut maintenant supprimer un compte utilisateur. On aura aussi d'autres commandes comme group add par rapport au groupe, group mod, group del, ajouter un compte groupe, modifier un groupe ou supprimer un groupe aussi. On a tout simplement les commandes passwd, c'est pour faire la modification d'un mot de passe d'un compte. Je veux modifier un compte, j'utilise la commande passwd. Par exemple, je veux modifier le compte de l'utilisateur Toto, je fais passwd Toto. Et là, maintenant, il va me demander de donner un mot de passe, de confirmer, etc. La commande ch passwd aussi change un mot de passe de manière cryptable, n'est-ce pas? La commande id permet d'afficher l'identifiant d'un compte. La commande chsh ou chfn permet de faire quoi? De modifier le shell, le commentaire d'un compte utilisateur. Donc, ce sont des commandes aussi que vous pouvez lancer pour modifier le shell de votre utilisateur ou éventuellement modifier les commentaires que vous avez associés au niveau de votre compte utilisateur. On a aussi les commandes get, ent, comme son nom l'indique, affiche les données d'un annuaire, passwd, group, shutdown, etc. On a les commandes pwck ou gpr, grp autant pour moi, ck aussi, qui permettent de faire la vérification syntaxique du fichier passwd et du fichier group qui se trouvent tous dans le dossier etc, dans le répertoire etc. Donc, on dit focus la structure, on donne quelques lignes de la structure du fichier passwd et de group add. Donc, le fichier, la commande head qu'on utilise ici, qu'on avait vu la dernière fois, qui permet d'afficher les premières lignes d'un fichier donné. Donc, si on dit head-5 par exemple, il va nous afficher les 5 premières lignes du fichier etc passwd. Et parmi ces 5 premières lignes, vous avez donc toutes les caractéristiques que nous avions citées donc par rapport à tout à l'heure. L'utilisateur qui est la route avec toutes les informations donc de ce compte utilisateur là. L'utilisateur, le compte bin, daemon, adm, lp, etc., etc. Donc tout ça sont des comptes. Et à la fin de chaque compte, vous verrez donc le shell qui est censé s'exécuter pour ce compte-là et toutes les autres informations de caractéristiques. Et donc chaque information ici est séparée par 2 points. Donc les champs que vous avez à ce niveau-là sont séparés par des 2 points. Donc chaque ligne du fichier passwd décrit un utilisateur. Les champs sont séparés par 2 points. La dernière ligne décrit l'utilisateur LP. Son UID est 4, n'est-ce pas? Son GID est 7. Le commentaire contient la chaîne LP, n'est-ce pas? Le commentaire contient la chaîne LP. Son répertoire de connexion est le /var /spool/lpd. Et son shell est dans le dossier sbin /no-logging, n'est-ce pas? Ce qui signifie que l'on ne peut pas se connecter à ce compte-là. Donc, c'est un no-logging. Donc, ça, ce sont les informations qui expliquent un peu une ligne pour un compte d'utilisateur. Par rapport au fichier etc groups aussi, si on affiche par exemple les 3 premières lignes de ce fichier etc group, nous avons cette ligne qui est spécifiée à ce niveau-là. Et ici aussi, chaque ligne de ce fichier groupe décrit un groupe. Chaque ligne que vous avez, la ligne, donc route, c'est un groupe, bin, c'est un groupe, par exemple, diamond aussi, c'est un groupe. Et les différentes caractéristiques. Donc, la dernière ligne décrit le groupe de no diamond, n'est-ce pas? Son GID est 2, n'est-ce pas? Et ses membres sont les comptes root bin diamond. Les comptes root bin diamond. Alors que dans le fichier précédent qu'on a écouté, etc passwd, on avait ces comptes utilisateurs là. Donc on voit qu'ils sont tous membres dans ce groupe diamond qui est là, n'est-ce pas? Après nous avons aussi la commande user add. User add qu'on avait dit tout à l'heure qui permet d'ajouter un compte utilisateur. Donc ici qu'est-ce qu'on dit? La commande user add permet de créer un compte utilisateur. Ses principales caractéristiques peuvent être précisées. Donc si on tape la commande user add -u
1001 par exemple, moins G, LP, moins grand G, news, mail, n'est-ce pas, et moins C, ce sont des paramètres, des options. Donc, nous verrons peut-être que chaque option, quel est son rôle, n'est-ce pas. Moins D, user, Dracula, moins M, moins S, binbash, etc., ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que cette commande-là permet de faire? Donc, la commande précédente crée le compte utilisateur qui est nommé comment? Qui est nommé Dracula. Donc, le nom que vous avez à la fin qui est Dracula. Donc, c'est ce compte-là qu'on cherche à créer. Donc, on définit son UID qui est égal à combien? 1001. Donc, l'option moins U. On définit son groupe qui est égal à quoi? Qui est égal à LP par rapport à l'option moins G. Il fait partie également des groupes new et mail. C'est le grand G que nous avons. Donc, c'est le grand G. Donc, il appartient au groupe principal qui est le UID, qui est le LP, mais il appartient au groupe secondaire tel que le groupe, le news, le mail, en tant que donc groupe secondaire. Donc, le champ commentaire contient la chaîne 20 vampires, n'est-ce pas, avec l'option -C, commentaire. Son répertoire de connexion avec l'option -D, qui est le /USR Dracula, n'est-ce pas. Mais éventuellement, nous avons le répertoire sera créé avec l'option -M, n'est-ce pas, l'option -M que vous avez ici, et son shell aussi est là avec l'option -S. Donc l'option -S permet donc de spécifier quel est le shell qui sera exécuté, quel est le shell donc qui est mis à disposition de ce compte utilisateur là. Donc vous avez vu donc dans une seule ligne de commande, on peut avoir plusieurs paramètres qui permettent en même temps de créer un compte utilisateur et de l'attribuer l'ensemble des informations, les caractéristiques, etc. dont il a besoin. Donc, les particularités des distributions maintenant. Tout à l'heure, on parlait de Linux, par exemple, en particulier Ubuntu, je veux dire. Donc, ici, donc, on a une autre distribution de Linux qu'on appelle Red Hat, la distribution 6. Donc, par rapport aux distributions, les fichiers peuvent différer. Par exemple, ici, on aura un fichier système config user. C'est un outil graphique, n'est-ce pas, pour la gestion des utilisateurs si vous êtes dans l'environnement Red Hat. Password, toujours, ça revient avec l'option -std in, n'est-ce pas, qui permet de faire quoi? De changer un mot de passe en automatique, n'est-ce pas? L'option user add, l'option -M aussi, par défaut, qui va venir. Si on est à une distribution source, open source, en fait, on a d'autres fichiers qu'on appelle le YAS, les outils d'administration aussi, toujours pour gérer les utilisateurs, avec les commandes add user, les commandes chpasswd, etc. Si on est à une distribution Debian ou Linux ou Ubuntu autant pour moi, les commandes vont revenir les mêmes. Add user, user add ou add user. Add user maintenant, c'est quoi donc? C'est aussi un script qui permet d'ajouter un compte utilisateur. Comme tout simplement comme add group. En principe, c'est un script Perl qui est programmé. Donc un script Perl qui permet aussi de jouer le rôle de user add, comment ça s'appelle, de user add. Mais ici maintenant, ça va permettre d'avoir une interactivité. N'est-ce pas? Il y aura une interactivité avec le système afin donc de pouvoir lui renseigner toutes les informations dont vous aurez besoin, par exemple. Donc là aussi, pour aller plus loin par rapport à ces commandes, il y a des liens qui sont envoyés ici, des liens sur Internet, voilà, pour faire toute la gestion des comptes utilisateurs, surtout avec un environnement Red Hat, etc. Donc là aussi, vous pouvez aller beaucoup plus en avance par rapport à faire votre recherche, votre documentation pour avancer encore sur Red Hat. Deuxième élément, ce sont les droits. Donc, qu'est-ce qui est dit à ce niveau-là? Les catégories d'utilisateurs, lors de l'accès à un fichier, n'est-ce pas? Le système Linux considère 3 catégories d'utilisateurs. Donc, si vous voulez accéder à un fichier, Linux, lui, va considérer 3 catégories d'utilisateurs. Ces catégories d'utilisateurs, c'est quoi? Le propriétaire du fichier, qu'on appelle ici le user, spécifié par le caractère U. Après, nous avons les membres du groupe, qu'on appelle le groupe, spécifié par le paramètre G, auquel donc c'est affilié ce fichier-là. Après, nous avons aussi les autres utilisateurs qu'on appelle les users, l'option, le paramètre, le caractère OR. Donc, on a 3 caractères qui vont représenter les 3 catégories d'utilisateurs. Le U, le G et le OR. Le U, c'est pour dire quoi? L'utilisateur propriétaire du fichier. Le G, c'est le groupe propriétaire en quelque sorte, où il fait partie, membre. Mais éventuellement, les autres utilisateurs maintenant, c'est les autres qui ne font pas partie peut-être du groupe, etc. Donc, pour chaque catégorie,
il existe 3 droits d'accès. Pour chaque catégorie, on a dit. Donc, on a 3 catégories. Donc, on aura aussi 3 groupes, 3 droits d'accès. Si on parle de droit d'accès ici, maintenant, on fait allusion au droit d'écriture, au droit de lecture et au droit d'exécution. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est sur un fichier. Que ce soit sur un fichier binaire ou un répertoire avec les paramètres qu'on a vu la séance précédente. Pour les fichiers ordinaires, le moyen, les répertoires, le D au début de ligne, etc. Donc, les droits pour les fichiers ordinaires. Si on a donc des fichiers ordinaires, comment on peut avoir les droits? Donc, le droit de lecture, qu'on appelle ici le read, avec le caractère R, permet de lire les octets du fichier. Les droits d'écriture maintenant, ici on parle de write, avec le caractère W, permet d'ajouter, de supprimer ou éventuellement de modifier des octets. Donc, un octet est égal à combien de bits? Vous savez donc, 8 bits. Donc, le droit d'exécution exécute ou avec le caractère X. Donc ici on a 3 caractères aussi, le R, le W et le X. Donc on avait 3 catégories, le U, G et le O. Donc si on prend le U seulement, lui seulement doit ou bien peut disposer de tous ces droits-là, à savoir pour avoir le R, W, X. On prend le G lui seul aussi pour avoir le R, W, X, etc., etc. Donc c'est ça qui fait que chaque catégorie doit avoir 3 droits en même temps sur un fichier en question. S'il s'agit maintenant des droits sur un répertoire. Donc le répertoire de lecture, le droit de lecture autant pour moi, R permet de connaître la liste des fichiers du répertoire. Et le droit d'écriture W permet de modifier le répertoire, créer ou supprimer des entrées dans le répertoire. Mais éventuellement, le droit d'accès X permet d'aller au fichier du répertoire. Donc, permet d'aller au fichier du répertoire. Important, le dernier droit, le droit d'accès, est le plus important. Sans lui, une personne n'a aucun accès au fichier présent. C'est-à-dire donc, sans lui, un utilisateur n'a aucun droit au niveau d'un fichier en question. Donc, ça, c'est le droit. Le dernier droit ici, donc, le droit d'exécution. Donc, si vous n'avez pas le droit à exécuter un fichier, vous ne cherchez même pas donc à lancer. S'il s'agit d'un script, par exemple, et autres. Il faut donc qu'on vous attribue les droits pour pouvoir donc l'exécuter. Il y a aussi d'autres informations ici par rapport à la gestion des droits qu'on appelle le sticky bit. Sticky byte, en fait, comme vous voulez. Donc, ce droit réservé à root, donc, ce droit-là est réservé uniquement à l'administrateur root, s'applique à un répertoire et corrige une bizarrerie du système. Une bizarrerie du système, un comportement bizarre, voilà, du système, etc. Donc, par défaut, un répertoire accessible en écriture et un ensemble d'utilisateurs permet à l'un d'entre eux, donc, de détruire les fichiers d'un autre utilisateur. Donc, si vous voulez détruire les fichiers d'un autre utilisateur, donc, avec le sticky bit, il peut être propriétaire d'un fichier pour avoir le droit de le détruire. Donc ça, c'est réservé à root. Donc ce qui fait que ce root peut détruire des fichiers d'autres utilisateurs, par exemple. Mais si vous êtes un utilisateur Toto, vous ne pouvez pas supprimer des fichiers qui appartiennent à Nama, etc. Donc ça, c'est grâce au sticky byte. Donc les droits, ce qu'on appelle donc les droits d'endossement, ce qu'on appelle le SUID, le SGID, n'est-ce pas, pour un exécutable. Donc la philosophie des droits d'endossement est d'augmenter les privilèges des utilisateurs. Par exemple, le droit 7 UID, n'est-ce pas, sur un binaire exécutable permet à l'utilisateur de l'application correspondante d'avoir les mêmes droits d'accès que le propriétaire du binaire. N'est-ce pas? Donc le droit 7 GID aussi permet d'endosser les droits du groupe auquel est affilié le binaire. Donc, si on prend un exemple ici, le fichier etc shutdown n'est qu'en théorie accessible qu'à root. Or, tout utilisateur a accès en écriture à ce fichier-là lorsqu'il change son mot de passe. Donc, grâce à quoi? Grâce à la commande passwd qui se trouve dans USRBin. Donc, l'explication réside donc dans le fait que cette commande détenue par root possède un droit SUID.
Un droit SUID alors. Et donc, le fait donc à tout, et donc le donner à tous les utilisateurs du même droit que root en quelque sorte. Donc, c'est ça qui fait donc n'importe quel utilisateur peut pouvoir donc taper la commande passwd pour faire des modifications, etc. Ainsi de suite. Donc, après, on a les droits SGID par rapport au répertoire, pour les répertoires, les groupes. Donc, lorsqu'on crée un fichier, il est automatiquement affilié à un groupe courant, n'est-ce pas, qui est par défaut son groupe principal. Donc, si l'on crée un fichier dans un répertoire qui possède le droit SGID, son groupe sera identique à celui du répertoire. Donc, la conséquence, c'est que l'ensemble des fichiers du répertoire appartiendra donc au même groupe. Ce qui est intéressant pour un répertoire accessible à plusieurs personnes. Donc, ils vont tous appartenir au même groupe. Et par rapport, si on parle aussi du droit de modifier les droits, c'est ce qu'on appelle le bypass, n'est-ce pas? Le bypass donc de route, pouvoir donc modifier les droits d'une autre personne par exemple, faire du bypass. Donc le droit de modifier les droits, n'est-ce pas, est un droit inaliénable du propriétaire du fichier. Donc ce dernier peut également modifier le groupe auquel est affilié le fichier. Il faut modifier éventuellement le groupe auquel est affilié le fichier, à condition d'être membre du nouveau groupe. Condition donc d'être membre du nouveau groupe. Donc l'administrateur route peut également donc changer les droits ou le groupe de n'importe quel fichier. Il a aussi donc un accès sans restriction. On dit qu'il a donc un bypass. Un accès sans restriction. Il a donc un bypass. C'est même ce terme-là qui est utilisé pour certains smartphones, etc. Je pense à iCloud et trucs là pour faire bypasser après, voilà, changer truc, tout ça et voilà. C'est un truc. Bon, c'est même pas la peine d'entrer dedans. Donc sur l'ensemble des fichiers dans lequel donc bypass, il y a donc on dit qu'il a donc un bypass sur l'ensemble des fichiers, quel que soit le droit. Il peut donc tout faire, modifier, réaffecter des propriétaires, etc. Donc le fichier appartient par défaut donc à celui qui le crée. L'administrateur donc peut modifier le propriétaire d'un fichier. Oui, c'est faux, mais l'administrateur peut modifier. Donc ici aussi on a quelques commandes qu'on avait vues, quelques-uns parmi eux qu'on a vu. Par exemple, si on fait la commande ls-l, va lister donc toutes les informations d'un répertoire de façon détaillée. Donc on verra aussi les informations qui concernent les droits. Pour modifier maintenant les droits sur un fichier, c'est là où on va utiliser la commande chmod, n'est-ce pas? Chmod qui permet de modifier les droits sur un fichier. La commande chgrp qui permet de modifier, de changer le groupe d'un fichier. La commande change qui permet donc de changer le propriétaire d'un fichier. On a aussi notre commande umas qui fixe les droits retirés automatiquement lors de la création d'un fichier. Donc ça, il va fixer les droits pour qu'on les retire directement sur un fichier lors de sa création. On a aussi les commandes cp-p qui copient le fichier avec conservation des attributs. On a aussi des droits en octet. Voilà comment les droits maintenant sont calculés de façon octale, etc. Donc on a 4000 par exemple octales avec la signification SUID, endossement, voilà. On a le 2000 S octet en fait, SGID toujours, et on a le 1000 octet SGID. Donc si on redescend par rapport au droit de read, write, execute pour les utilisateurs maintenant, donc si on est dans l'endossement, on est vers les 4000 extra. Si on est dans dans les trois catégories que nous avions, donc l'endossement c'est réservé vraiment à l'utilisateur root qui est en haut, qui peut tout faire. Mais avec les trois catégories d'utilisateurs que nous avons, c'est le 400 représente le read, la lecture, le 200 le write, le 100 l'execute. Si on est au niveau de la deuxième catégorie des utilisateurs, le groupe, le 40 va devenir le read, le 20 le write, le 10 l'execute. Si on descend maintenant aux autres, la représentation c'est quoi? 4 pour read, 2 pour write et 1 pour execute. Donc si vous calculez bien, donc si on revoit toute une représentation beaucoup plus détaillée, c'est que nous avons dans ce schéma qui est là par exemple.
en faisant la commande ls-l, c'est une sommation qu'on fait. Donc, si on fait une sommation complète de tout, on obtient donc, par exemple, ici, si on fait un ls-l de tout ce que nous avons à ce niveau-là, voilà. Ici, on a les droits, les premiers blocs de 3, à part le premier caractère en début de ligne qui représente le type de fichier, voilà, qui représente donc le type de fichier que nous avons, n'est-ce pas? Le premier caractère en ligne qui représente le type de fichier que nous avons. Après, nous avons les trois caractères qui suivent, le RWX, ça représente les droits attribués à l'utilisateur propriétaire, le U. Les 3 autres caractères par rapport au groupe et les 3 derniers caractères, c'est par rapport au OZ. N'est-ce pas? Après vient maintenant toutes les autres propriétés donc de votre fichier. Le R, ça veut dire quoi? Lecture, écriture, exécution. Donc, qu'est-ce qu'on dit en première phrase? Les droits sont mémorisés sur disque sous forme de bits. C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas? Et on est aussi donc en octal, donc on est à la base octale. Donc, or, dans une base B, les chiffres que nous avons dans cette base partent de 0 à B-1. N'est-ce pas? Part donc de 0 à B-1, vient de, voilà, 1 à B-. De 0 à B-1. Voilà, donc, par rapport à l'octal que nous avons ici, donc, on va compter de 0 à 7. N'est-ce pas? Parce que B-1, la base octale, c'est la base 8. Donc, de 0 à B-1, ça sera de 0 à 7 à 8-1 qui donne 7. Voilà, donc on est en octal maintenant. Donc la valeur 751, si on peut le dire ainsi, donc par exemple, est égale à 400 plus 200 plus 100 plus 40 plus 10 plus 1. N'est-ce pas? Qui signifie que donc pour le user seulement, on a le 7. Pour le groupe, on a le 5. Et pour les other, on a le 1. Maintenant, comment on calcule ça? Le 7, pour avoir 7, on somme quoi et quoi pour avoir 7? Parce que si on dit 7, on dit donc on a 700. Donc, comment on fait pour avoir 700? Comment on fait donc pour avoir 700 par rapport au groupe que nous avions ici? Pour avoir 700, ça veut dire quoi? On a sommé tout ce qu'on a ici. Le 400 plus le 200 plus le 1, le 100. Donc là, on obtient 700. Si on est au niveau du groupe, donc au niveau du groupe ici, on a 5. 5, donc c'est le 50. Donc, comment on fait pour avoir 50? On somme 40 et 10. N'est-ce pas? On somme donc 40 et 10. Voilà, on est là, au niveau du groupe. Donc, on somme 40 et 10 qui est là. Ça nous donne 50. Donc, le 20 n'est pas sommé, ne vient pas. Ça veut dire donc, il n'a pas le droit de lecture. Le write est absent. Donc, le est privé, moins. Donc, si on est à 1 ici, donc, c'est un seul droit que nous avons. Donc, c'est le execute qui va apparaître. N'est-ce pas? Qui va apparaître donc au niveau de l'autre. Ici donc on a un autre exemple. Hein. Voilà, donc si on voit bien par rapport aux droits sur ces fichiers là, ici donc on a la commande ls-l hein, qui liste toutes ces informations là, et ici on a tous les droits sont remplis. Donc toutes les catégories UGO et tous les droits RWX apparaissent. Donc les catégories ont tous les droits, tout. Si on vient à ce niveau-là, on voit que les 3 derniers caractères sont à moins. Ça veut dire quoi? Les other n'ont aucun droit. N'est-ce pas? On vient ici encore, on prive les other et les groupes, ils n'ont aucun droit. On vient ici, donc vous verrez que le user a tous les droits, les utilisateurs propriétaires, mais le groupe, il y a le W qui est absent, le other, il y a le R et le W qui est absent. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, à chaque fois que vous avez un moins et autre, ça veut dire que le moins, c'est un droit qui est absent, etc. Donc, comment je peux modifier les droits? C'est avec la commande chmod. Donc, la commande chmod a pour premier argument la modification des droits. Elle peut donc s'exprimer en octal ou de manière symbolique. Donc, on peut utiliser des chiffres octales, c'est à base octale, c'est-à-dire à la base 8, ou bien on utilise tout simplement de manière symbolique. On utilise des caractères, le U et le G, on leur ajoute ou bien on leur supprime des opérations, hein, ajouter les droits RWX, etc., ou bien retirer, etc. Donc c'est ça qui est fait à ce niveau-là. Donc si on fait un chmod 4, ça veut dire sur le fichier Toto, ça veut dire que le user à lui seul a 4, le groupe à lui seul a 4 et le other aussi a 4. Comment on fait pour avoir 4 maintenant? Qu'est-ce qu'on somme? Donc le user aura 400. Parce que c'est 4e position, 400. Le groupe aura 40 et le other aura 4. Donc, comment on fait maintenant pour avoir tout ça? C'est le tableau précédent qui le spécifie.
ainsi de suite. Donc, on peut faire des opérations aussi. Ajouter, soustraire, etc. ou affecter. Égalité en quelque sorte. N'est-ce pas? Donc, tous ces éléments-là sont des opérations qu'on peut faire par rapport aux caractéristiques. Donc, un opérateur plus moins égal, n'est-ce pas, plus moins, etc. par rapport à ce que j'ai dit. Soit on ajoute, soit on va retirer des droits, ou bien on va affecter égalité des droits aussi. Dire que quoi? G égale, par exemple, à tel droit. Donc là, on affecte à G le nombre de droits. Donc les droits RWX, S et T, n'est-ce pas, et le tiré en fait, sont les cas, autant pour moi, dans le cas de l'utilisation du signe égal. N'est-ce pas? On peut mettre plusieurs modifications symboliques séparées par des points-virgules. Voyez? Comme ici, là, notre dernière ligne à ce niveau-là, il y a plusieurs trucs, mais il y a comment ça s'appelle, une virgule qui les sépare. Donc, il faut tout simplement les séparer par une virgule. Donc, pour aller plus loin aussi, il y a un manuel et des liens qui sont mis à ce niveau-là, qui permettent d'aller beaucoup plus loin par rapport au droit. Donc, maintenant, pour les ateliers, voilà, donc la prochaine partie, c'est les ateliers qui sont structurés sur 5 ateliers. Les tâches essentielles de gestion des utilisateurs, l'essentiel de la gestion des droits, la gestion des utilisateurs compléments, la gestion des droits compléments aussi, mais aussi l'interface graphique complément. Donc ça, ce sont les tâches sur l'atelier de cette vidéo-là. Voilà, donc comme première tâche, on parle de l'essentiel de la gestion des utilisateurs. Ce sont des questions qui se posent toujours, n'est-ce pas? Qu'est-ce que les comptes, tant pour moi, est-ce que les comptes utilisateurs Diamond et Luc existent, n'est-ce pas? Et si oui, quels sont les UID, GUID et leur groupe? Pour savoir tout simplement leur UID et leur GUID, on met tout simplement ID, Diamond. Si tu tapes ID Diamond et ID Luc, il te donne tout. Maintenant, si Luc n'existe pas, il te dira no shush user. Donc, cet utilisateur Luc n'existe pas. Si l'utilisateur existe, automatiquement, il vous affiche toutes les informations que vous voulez. Donc, pour savoir quels sont l'ID, le GID, le UID d'un compte utilisateur qui existe ou bien qui n'existe même pas, tapez juste ID suivi du nom du compte. Et là, si le compte existe, il vous affiche. Si le compte n'existe pas, rien n'a affiché, on vous envoie un message d'erreur. Deuxième question, créer les groupes GD et Rebelle. Groupe add. Je mets espace GD, groupe add, Rebelle. Créer les comptes utilisateurs. Comment on fait? On fait un manuel sur la commande user add, n'est-ce pas? Donc, si on fait un manuel sur la commande user add, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ici, bon, comme un petit texte qui est dit, le compte Luc appartient au groupe GD et au groupe Rebelle. C'est ça qui est demandé. Le compte Vendor appartient au groupe GD et enfin le compte Solo faisant partie du groupe Rebelle. Donc, c'est ça l'hypothèse. Donc, au départ, qu'est-ce que je fais? Je fais un user add moins G. C'est-à-dire, donc, je mets dans GD qui est comme son compte principal. Et le moins grand G, j'ajoute les comptes, les groupes secondaires avec l'option moins grand G. Et le moins M, je définis quoi? Donc, le moins M, je définis quoi? Le compte en question que je cherche à ajouter. Après, on a user add aussi, le moins G, GD, le moins M, Vendor. Voilà, on ajoute tout. User add, moins G, Rebelle, donc le groupe Rebelle, le groupe principal, et le moins M, l'option, et on donne le user solo. N'est-ce pas? Si on met un ID de Luc, vous verrez que Luc est là. Luc existe maintenant avec son ID et autres. Et vous verrez que son GID est là, GD. Son groupe, il te dit quoi? 1001, GD, toujours. 1002, Rebelle. C'est-à-dire donc les groupes secondaires, etc. ID de solo, il vous affiche la même chose. Bon, vous savez par rapport au groupe primaire et secondaire. Voilà. Tu fais un tel moins 3. Donc le tel, c'est pour afficher les 3, avec l'option moins 3. C'est pour afficher les 3 dernières lignes du fichier etc passwd. Donc si on affiche les 3 dernières lignes du fichier etc passwd, on vient de créer 3 utilisateurs tout à l'heure. Vous verrez que donc les 3 utilisateurs que nous avons créés sont là ajoutés avec toutes les caractéristiques dont on a énuméré en haut pour un utilisateur. Si vous affichez les 2 dernières lignes du fichier etc group, comme on a créé 2 groupes, GD et Rebelle, vous verrez aussi affiché au niveau de ce fichier-là, avec toutes les caractéristiques donc, de ces fichiers ajoutés, de ces groupes en quelque sorte. Quatrième question, mettez le mot password
mettez le mot password comme mot de passe donc de l'utilisateur Luc. Pour le faire, qu'est-ce que je fais? Je cherche à modifier le mot de passe du compte Luc. Je fais la commande passe WD, espace Luc. Il va me demander donc, mot de passe, moi je tape Luc, password. Il va me demander de confirmer, je tape encore password. Voilà, il faut savoir aussi que sur Linux, par exemple, en tapant, il faut savoir dans l'esprit que vous êtes en train de taper, de saisir des touches, mais vous ne voyez pas ce que vous tapez. Vous ne voyez pas ça à l'écran. Voilà, donc c'est caché derrière en quelque sorte. Voilà, de même que si c'est comme si vous cherchez à vous connecter sur un serveur, sur votre serveur Linux ou autre, vous saisissez votre mot de passe, vous avez des points qui s'affichent. Voilà, et tout simplement savoir ce que je suis en train de saisir, c'est la bonne information. Donc, cinquième question, essayez de vous connecter sur le compte Luc. N'est-ce pas? On bascule dans une fenêtre en mode texte avec CTRL ALT F1 par exemple. Et on fait quoi? Après cette commande-là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais Luc, par exemple, et tu donnes le mot de passe. Si on fait un ID, tout simple, parce que tu es déjà connecté en Luc, parce que là, vous voyez le shell. Ici, c'est l'information que nous avons au début, ici, avant le arrobas, c'est Luc, pour dire quoi? On est connecté avec le compte Luc. Et là, donc, tu fais un ID, tu affiches les informations, exit maintenant pour vous déconnecter, donc, en tant que Luc, que vous étiez connecté. Deuxième tâche, l'essentiel donc de la gestion des droits. On crée une arborescence de fichiers, mkdir, voilà, on fait un mkdir home, toile noire, on se déplace dessus, on fait un echo et on redirige, voici le plan qu'on redirige dans le fichier plan, on fait un echo c'est ouvert, on le redirige aussi en entrée secrète, donc ce sont ces fichiers-là qui sont créés, ou dans le répertoire étoile noire par exemple. On change de caractéristiques, les caractéristiques donc du répertoire étoile noire, c'est quoi? Si on veut changer quel est son propriétaire, quel est son groupe ou bien les droits, on change son propriétaire à Luc. Chez GRP, on change son groupe à GD. Donc on affecte les droits avec 750 par exemple, en sachant que le user, le GLO, le user aura le 7, donc ça veut dire elle a 700, donc il a tout. Le G a 50, donc il a que le R et le X. Les autres ont 0, donc ils n'ont rien, tout est en moins. Donc si tu fais un ls-l, tu obtiens maintenant les droits qui sont là. Et le premier caractère que nous avons dans cette ligne, c'est un D. Pour dire donc, on a un répertoire. Voilà. Et donc ce qui suit, c'est les droits. Donc c'est les 750, comme on peut le dire en octave, qui est affiché à ce niveau-là. Donc on change aussi les caractéristiques. Voilà, c'est ça que nous avons à ce niveau-là. Question 3, changer le répertoire. Comment ça s'appelle? On change donc les caractéristiques des fichiers, n'est-ce pas? Les fichiers que nous venons de créer tout à l'heure avec des redirections. Si on veut changer ces caractéristiques-là, par exemple, ici, la première commande qu'on a faite, c'est quoi? chmod G égale R, on affecte à G, le droit R, O égale moins, donc il n'y a rien dans O, ou dans le fichier, dans le répertoire étoile noire slash, le étoile qu'on a mis, c'est pour dire quoi? Tout ce qui est dedans. Tout ce qui est dedans, dans ce répertoire-là. Donc, on change aussi le groupe de plans, du fichier plan qui se trouve toujours dans le répertoire étoile noire, à TD, à GD autant pour moi. On change aussi à Rebel dans le fichier entrée secrète. On le change comme le groupe qui devient Rebel. Donc, si on fait un ls-l, vous verrez que le groupe de ce fichier plan est ici GD, le groupe de entrée secrète est ici Rebel, et on a les droits ici, par exemple, le G. On a dit G égale à R, le O égale à 0, donc tout est à moins. Voilà. Donc, quatrième question, on dit on teste les accès. Voilà, tester les accès, c'est pour voir comment on peut se connecter avec un autre compte, etc. Donc, si je fais la commande, après l'écrit de tout ce texte-là, on fait la commande sudo -luc, espace luc, c'est-à-dire quoi? Donc, je cherche à me loguer, à me connecter maintenant sur le compte de Luc. Vous verrez donc ici sur le shell, la première information que nous avons ici, c'est luc@linux. Si on fait un ls de ce répertoire-là, vous verrez qu'on aura deux fichiers entrée et plan. N'est-ce pas? Donc, si on fait un kate, c'est pour afficher sur l'écran le contenu du fichier plan. Donc, on obtient le message, voici les plans. Si on fait un kate aussi du fichier entrée ouvert, on voit son information qui était dedans, c'est ouvert. Et si on fait un kate, on redirige la sortie, donc on kate tout simplement, on redirige dans Home,
étoile noire, un autre fichier que nous créons qui s'appelle fichier. Si on fait ls-l, on voit qu'on a le fichier qui est là créé. Donc ici, si on essaie maintenant de supprimer ce fichier-là, on supprime ce fichier. Et si on fait un écho, on prend les moins là, on le redirige à la fin, parce qu'on a doublé le signe supérieur. Donc on va insérer à la fin. On ne va pas écraser son contenu. On va insérer donc dans plan. Qu'est-ce qu'on obtient comme message? Il nous dira que Luc n'a pas les droits pour insérer dans, parce que n'oubliez pas qu'on est connecté en tant que Luc ici. Donc Luc n'aura pas les droits d'écrire au niveau donc de ce fichier plan là. Donc Luc n'a pas les droits d'exécution ou bien d'écriture autant pour moi. Donc en quelque sorte c'est ça aussi cette première question. La deuxième question c'est par rapport à l'utilisateur vendor. Vendor aussi même chose, si on essaie de faire, c'est le même principe qui est utilisé qu'on obtient avec par exemple avec Luc. Voilà, donc là c'est ce qu'aussi vendor pour nous permettre de même que solo. Voilà, donc là donc c'est les mêmes principes avec solo aussi. Vous avez la même procédure, les mêmes process, les mêmes informations que vous aurez. Parce que le solo ici, vous avez toutes les permissions denied par exemple, parce qu'il n'a aucun droit sur ça. Parce que c'est un autre utilisateur. Donc il n'est pas dans les groupes qui ont été définis de l'autre côté. Donc les autres, comme les autres on avait dit c'est moins tout. Donc ils n'ont rien, ils n'ont aucun droit sur ça. Donc cinquième point c'est suppression temporelle des droits d'exécution à la commande uptime. On dit where is uptime, vous verrez donc il nous donnera donc le chemin de la commande uptime dans usr bin par exemple. Donc si tu fais un ls-l dans usr bin uptime, il te doit donc les droits de ce script là. On a le r-x, r-x, r-x pour toutes les catégories d'utilisateurs. On change en chmod u-x, donc le other autant pour moi, on leur prive le droit x, on leur enlève le droit d'exécution. On répète ls-l, vous verrez que donc other n'a plus le droit d'exécution. Si on essaie maintenant de se connecter en tant que Luc et on essaie de taper la commande uptime, il vous dira que Luc n'a pas le droit d'exécuter cette commande là, permission denied, il n'a pas le droit, n'est-ce pas? On vient maintenant, on réaffecte le other plus x, on le donne encore à uptime. Si on fait encore ls-l, vous verrez qu'il y a le x qui apparaît bien ici. Cette fois-ci, on se connecte su espace Luc, on se connecte avec le compte Luc. Si on tape uptime, vous verrez qu'il va nous donner un résultat. Parce que les other ont ont les droits d'exécution. Donc ils pourront exécuter ce script là, ils pourront exécuter donc la commande uptime et donc ça va donner un résultat. Donc troisième tâche c'est la gestion des utilisateurs, la gestion donc des utilisateurs compléments. Afficher les caractéristiques de l'utilisateur Luc et du droit rebelle. Donc pour l'afficher je fais quoi? Le get nt password Luc, il nous obtient toutes les informations. Grep Luc dans etc password, il m'affiche donc là où je peux retrouver Luc. J'affiche donc son groupe de jeudi, j'obtiens, et j'affiche son groupe, de faire un grep de jeudi dans le fichier etc group, j'obtiens donc la ligne où on peut retrouver jeudi. Deuxième question, afficher les caractéristiques de l'utilisation locale Luc et du groupe local rebelle. C'est un grep de Luc dans le etc password parce que ce sont les caractéristiques de l'utilisateur que je cherche. Donc les utilisateurs sont dans le fichier etc passwd. Les groupes aussi sont dans le fichier etc groups. Donc si je veux faire un grep de rebelle, je cherche les caractéristiques de rebelle dans etc group. Afficher les annuaires utilisés pour gérer les comptes et les mots de passe. Donc pour gérer les comptes et les mots de passe, c'est tout simplement je fais un more dans etc nsswitch.conf. C'est le fichier nsswitch.conf qui gère tout ce qui est groupe et mot de passe donc des utilisateurs là. On crée l'utilisateur Leia. Quel est son groupe principal? On fait un add user Leia. On fait un ID de Leia. Donc vous verrez que Leia, son UID c'est 1005 Leia. Son GID c'est 1005 Leia. Son groupe c'est 1005 aussi Leia. Donc ce que son groupe principal et que son groupe secondaire restent tous le même compte qui est Leia. Donc pour gérer maintenant les groupes secondaires, qu'est-ce que je fais? Il faut toujours faire un user mode de Leia là en lui donnant l'option -G et on donne comme groupe secondaire rebelle. Et si on fait un ID aussi de Leia, vous verrez que maintenant mon groupe secondaire va prendre l'UID de rebelle du groupe 1002
qui était associé à Rebelle et va l'affecter à ici. Je fais aussi un groupe secondaire, j'ai dit, Léa aussi, je l'associe comme groupe secondaire à Léa. Vous verrez donc, j'aurai groups, 1002 ici, j'ai Léa, voilà, 1001, j'ai GD encore à ce niveau-là. Ainsi de suite, voilà, Léa appartient donc au groupe GD et Rebelle en même temps. Je fais quoi? Moins grand G, GD et Rebelle. GD, virgule Rebelle. Donc, il aura comme groupe secondaire, en même temps GD et Rebelle. N'est-ce pas? Maintenant, si on veut supprimer tout, ça n'appartient à aucun groupe secondaire. On fait l'option moins grand G et on fait antigriffe vide, antigriffe vide. Et donc, là aussi, c'est tout, c'est vidé. Il n'a plus aucun droit secondaire. Comment ça s'appelle? Groupe secondaire. On peut aussi ajouter un groupe secondaire hein, avec l'option moins petit a. Voilà, on fait user mode moins a, moins grand G, on dit, j'ai dit, Léa. Donc, on lui ajoute un groupe secondaire. Voilà, comme Rebelle aussi, on peut l'ajouter comme groupe secondaire. Et modifier un mot de passe de manière scriptable à l'utilisateur, Léa. Echo, on met un message, princesse par exemple, on grep, on fait un grep et on fait passe WD, moins std in dans Léa. Donc, le echo là, je l'ajoute parce que le résultat de cette commande va être une entrée donc de la commande passe WD. Donc, j'ajoute un mot de passe cryptable en quelque sorte, donc au niveau de ce compte Léa là. Et du coup, donc, il va le faire et il me dit accessful, update est successful. Rechercher un fichier de l'utilisateur Léa, find, donc je mets dans le répertoire home, moins user Léa, donc tous les fichiers qui appartiennent à Léa par exemple, sont affichés. Supprimer un compte d'utilisateur et les fichiers de son répertoire de connexion, c'est un user del, mais avec l'option "-r". Et on donne le compte en question. Donc, si vous ne mettez pas l'option "-r", ces répertoires peuvent ne pas être supprimés. Donc, il faut y ajouter l'option "-r" pour que ce répertoire-là soit supprimé en même temps. Et le compte en même temps aussi, tout est supprimé. Voilà. Donc, on va aussi recréer le compte Léa à l'identique, hein, comme on l'avait fait. Donc, on fait un groupe add. "-g". Donc, on crée le groupe "-g 1001 Léa". On met un user add. On ajoute le user aussi et on l'affecte au groupe Léa. Si on fait un ID de Léa, vous verrez que toutes ces informations